Cette vidéo s'inscrit dans le volet L'histoire du peuple noir. Les sources utilisées pour la réalisation de ce premier épisode sont les suivantes. Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, écrit par son fils Cheikh Mbacké Diop. L'Afrique noire précoloniale, publié en 1960. Antériorité des civilisations nègres, publié en 1967. Et le site internet cheikhantadiop.net. Ainsi que l'exposition commémorative du 37e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop, présente dans le hall de la bibliothèque universitaire que j'ai eu la chance de visiter lors de mon dernier séjour au Sénégal. Au-delà des similitudes patronymiques que je partage avec Cheikh Anta Diop, qui ne reflètent d'ailleurs guère un quelconque lien généalogique direct, la raison pour laquelle je m'identifie à celui que l'on nomme le pharaon noir, que je le considère comme une référence, un exemple à suivre et qu'il a, à lui seul, déconstruit par la science, et c'est un élément non des moindres extrêmement important à souligner, je répète, uniquement par la science, l'idéologie eurocentriste, une idéologie consistant à déposséder, à annihiler l'apport civilisationnel de l'homme noir à l'humanité, et qu'il a, par ses travaux, ressuscité l'héritage scientifique, historique et culturel, se positionnant comme décolonisateur de l'histoire. Il a rappelé, à travers son parcours, ses œuvres, ses démonstrations, son abnégation, que le peuple africain avait le devoir de s'affranchir de cette tutelle intellectuelle occidentale afin que puisse se libérer le génie qui sommeille en lui. Cheikh Anta Diop, un nom qui nous est tous familier, pourtant, combien d'entre nous saisissent réellement la sommité de ce monument intellectuel, ainsi que son érudition pluridisciplinaire? Pour évaluer de manière objective la grandeur de cet homme et apprécier à sa juste valeur le degré de son talent, loin de tout fanatisme, il est nécessaire d'analyser et de passer au crible son parcours ainsi que ses réalisations pour comprendre la raison pour laquelle il est considéré comme le plus grand savant du XXe siècle. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 au village de Tietou, dans la région de Diourbel au Sénégal. Son père se nomme Massamba Sassoum Diop, dénommé le Jeune, décédé durant les premières années de Cheikh Anta Diop. Sa mère se nomme Magatte Diop, décédée en 1984. Il épouse Louise Marie Maès et a eu avec celle-ci 4 fils. Il décède le 7 février 1986, enterré dans son village natal à Tietou, auprès de son grand-père Massamba Sassoum Diop, le Grand, fondateur du village. Parmi les oncles de Cheikh Anta Diop, qui, précisons-le, sont tous de grands érudits, il y a Cheikh Anta Mbacké et Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un compagnon de Cheikh Ibra Fall. À l'âge de 5 ans, Cheikh Anta Diop fut envoyé à la maison de Cheikh Ibra Fall, dénommée Cœur Cheikh Ibra Fall, ainsi qu'à celle de Cheikh Ahmadou Bamba, pour y suivre un enseignement coranique et mémoriser à l'âge de 11 ans la totalité du noble Coran. Cheikh Ahmadou Bamba, ce grand savant sénégalais, étant entre autres le fondateur de la confrérie Mouride, il intègre ensuite l'école primaire française de Diourbel et obtient son certificat d'études primaires. Il poursuit ses études au lycée Van Vollenhoven de Dakar, appelé aujourd'hui Lamine Gueye. Il fait partie des quelques élèves africains dans ce lycée et il est très tôt confronté, malheureusement, au comportement raciste de son professeur de français dénommé Monsieur Boyau. Il quitte ensuite Dakar et poursuit ses études à Saint-Louis où il obtient l'équivalent du baccalauréat première partie. Il revient de nouveau à Dakar au même lycée, en classe terminale, et obtient en juin 1945 son brevet de capacité coloniale correspondant au baccalauréat deuxième partie en mathématiques. Puis, en octobre 1945, il obtient un deuxième baccalauréat en philosophie. À l'âge de 23 ans, il s'inscrit à la Sorbonne, Université de Paris, pour y préparer une licence de philosophie. Il y suit l'enseignement du philosophe rationaliste Gaston Bachelard, auteur de l'ouvrage La formation de l'esprit scientifique. Cheikh Anta Diop dira à son sujet, dans sa thèse de doctorat ès lettres, la chose suivante. À mon professeur Gaston Bachelard, dont l'enseignement rationaliste a nourri mon esprit. Parallèlement à ses études de philosophie, Cheikh Anta Diop poursuit en 1950 une formation dans le domaine de la chimie à l'Institut de chimie de l'Université de Paris. Cheikh Anta Diop avait été marqué durant sa jeunesse au Sénégal par l'école de Guédé dirigée par l'érudit sénégalais Mbacké Bousso. Il a indiqué dans son ouvrage L'Afrique noire précoloniale, paru en 1960,
On s'intéressait déjà aux mathématiques, à la mécanique appliquée, à certains problèmes de thermodynamique et surtout à la mesure exacte du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. S'intéressant à la physique nucléaire naissante, il prend contact avec le grand physicien français Frédéric Joliot-Curie qui lui répond par la positive et lui propose un entretien au laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France. Par la suite, une formation en chimie physique nucléaire lui sera dispensée au laboratoire Curie de l'Institut du Radium à Paris. Le 9 janvier 1960, il soutient sa thèse de doctorat d'État qui porte sur les deux sujets suivants. Les domaines du matriarcat et du patriarcat dans l'Antiquité, publié sous le titre de l'unité culturelle de l'Afrique noire, et l'étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique, de l'Antiquité à la formation des États modernes, publié sous le titre L'Afrique noire précoloniale. On peut citer un extrait de la préface de celle-ci. Il devenait donc indispensable de dégeler, de défossiliser en quelque sorte toute cette histoire africaine qui était là, inerte, emprisonnée dans les documents. Pourtant, ce travail n'est pas à proprement parler un livre d'histoire, mais il est l'instrument auxiliaire indispensable à l'historien. Il lui fournit en effet une compréhension scientifique de tous les faits historiques non expliqués jusqu'ici. Il est en ce sens une étude de sociologie historique africaine. Il permet de ne plus s'étonner devant la stagnation ou plutôt l'équilibre relativement stable des sociétés africaines précoloniales, l'analyse des structures politico-sociales qui est faite permettant d'apprécier les facteurs de stabilité dans la société africaine. En 1947 et 1956 sont créées la revue Présence africaine et la Société africaine de culture par les intellectuels de la communauté noire autour d'Alioune Diop. Cheikh Anta Diop, alors étudiant au lycée Henri IV à Paris, y fait paraître son premier article consacré à la linguistique africaine. Il y traite de la nécessité d'une culture fondée sur les langues africaines et y propose pour la première fois de bâtir les humanités classiques africaines à partir du socle de la civilisation de l'Égypte ancienne. Il entreprend un cycle de conférences à Saint-Louis et Dakar portant sur l'histoire, la culture, l'utilisation des langues africaines dans l'enseignement. Du 19 au 22 septembre 1956, premier congrès des écrivains et artistes noirs organisé à Paris par Présence africaine et la Société africaine de culture. Du 25 mars au 1er avril 1959, un deuxième congrès des écrivains et artistes noirs à Rome. Cheikh Anta Diop y fait une communication intitulée « L'unité culturelle africaine ». Lors de sa dernière conférence, avant son retour définitif en Afrique, les intellectuels africains doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour en tirer des leçons. Il dit également « Je rentre sous peu en Afrique, où une lourde tâche nous attend tous. Dans les limites de mes possibilités et de mes moyens, j'espère contribuer efficacement à l'impulsion de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et celui des sciences exactes. Quant à l'Afrique noire, elle doit se nourrir des fruits de mes recherches à l'échelle continentale. Il ne s'agit pas de se créer de toutes pièces une histoire plus belle que celle des autres, de manière à doper moralement le peuple pendant la période de lutte pour l'indépendance, mais de partir de cette idée évidente que chaque peuple a une histoire. Nation, nègre et culture. Premier livre de Cheikh Anta Diop, un classique que vous connaissez tous, rassurez-moi. Paru aux éditions Présence africaine en décembre 1954. Initialement, il s'agissait d'un travail de thèse de doctorat d'État composé de deux sujets. L'avenir culturel de la pensée africaine sous la direction de Gaston Bachelard et qu'étaient les Égyptiens pré-dynastiques sous la direction de Marcel Griol. Faute d'avoir réussi à constituer un jury, cette thèse ne sera jamais soutenue à la Sorbonne. Les différentes réactions à la parution de Nation, nègre et culture. Le grand poète martiniquais Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, publié en 1955, dit de cette œuvre le livre le plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. Un article rédigé par Pierre Fromentin dans l'Information du 6 au 7 mai 1956, ayant pour titre « Le nouveau secret du Sphinx ». Article figurant dans le journal français Le Républicain Lorrain, ayant pour titre « 2 siècles d'érudition remis en question ». Un jeune historien sénégalais affirme « La civilisation occidentale est l'héritière d'une civilisation noire
venus du Nil. Un autre article publié par Yves Floren dans le journal Le Monde du 25 avril 1956. Aimé Césaire et Cheikh Anta Diop sont mis en cause. Le journaliste y qualifie le livre Nation, Nègre et Culture de manifeste de racisme et d'impérialisme noir. C'est très intéressant et surtout révélateur du procédé utilisé par la presse occidentale pour tenter de discréditer le travail érudit de Cheikh Anta Diop. Et oui, lorsque l'orgueil, le déni, le refus de la vérité mêlé à la condescendance se manifestent. Arrivé au Sénégal, il est affecté à l'Institut français d'Afrique noire, qui sera nommé par la suite IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire. Dirigé par Théodore Monod, son premier travail fut d'effectuer l'inventaire archéologique du Mali. Toutes sortes d'objets sont répertoriés, des pierres taillées appartenant à différentes périodes de la préhistoire, des scories, résidus de métallurgie, des grattoirs, des fragments de bracelets que les archéologues et les historiens exploitent pour reconstituer la vie de nos ancêtres. Par une note de service en date du 17 avril 1963, Théodore Monod officialise au sein du département d'archéologie et de préhistoire de l'IFAN l'existence du laboratoire de datation par le radiocarbone dont le responsable est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop effectue plusieurs stages au centre de faible radioactivité de Gif-sur-Yvette en France. Il y réalise en septembre 1962 avec Jean Lorrain la première datation de l'homme d'Asselar. En 1974, Cheikh Anta Diop publie un ouvrage de synthèse Physique nucléaire et chronologie absolue, décrivant les diverses méthodes de datation d'échantillons archéologiques, en particulier celle du radiocarbone, mise en œuvre dans le laboratoire de Dakar. Il y introduit d'autres types de mesures, comme celle de l'activité du tritium et le dosage du fluor, qui, en 1954, avait permis à l'anglais Oakley de mettre au jour la célèbre supercherie de l'homme de Piltdown. Je pense que je vous ferai une courte vidéo sur cette supercherie. À l'exception de celui de la Rhodésie du Sud, aujourd'hui Zimbabwe, c'est alors l'unique laboratoire de datation par le radiocarbone existant en Afrique noire. Les fondations du laboratoire ont été conçues pour supporter un étage supplémentaire, car Cheikh Anta Diop avait envisagé dès le début du projet de développer et d'élargir les activités de ce laboratoire qu'il considérait comme le noyau au sud du Sahara d'un futur grand centre africain des faibles radioactivités devant regrouper à terme différentes méthodes de datation couvrant toutes les échelles de temps. Il avait commencé à mettre en place une échelle de datation par la méthode du potassium-argon, permettant de dater des roches sur des périodes de plusieurs milliards d'années. Il prévoyait à terme l'implantation d'autres techniques de datation comme la thermoluminescence. Cheikh Anta Diop, qui a acquis une formation en physique nucléaire, est bien placé pour entreprendre en 1962, avec l'accord et l'appui de Théodore Monod, la construction d'un laboratoire de datation par le carbone 14 au sein de l'IFAN. En effet, il a été amené à participer à différents congrès, conférences, colloques à travers le monde. Voici quelques dates de ces diverses apparitions. En 1985, conférence et interview à Atlanta, aux États-Unis. D'ailleurs, le 4 avril sera proclamé le jour de Cheikh Anta Diop. Un homme profondément attaché au développement des sciences en Afrique, ainsi qu'à sa transmission. Ses propos tenus en 1974 en témoignent. L'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel, et y mettre le prix. En effet, si la recherche appliquée n'est absolument pas un luxe, la recherche fondamentale l'est encore moins. Le chercheur africain n'a pas le droit de faire l'économie d'une formation technique suffisante qui lui donne l'accès aux débats scientifiques les plus élevés de notre temps, où se scelle l'avenir culturel de son pays. Aucune arrogance ou désinvolture pseudo-révolutionnaire, aucun gauchisme, rien ne saurait le dispenser de cet effort. Tout le reste n'est que complexe, paresse, incapacité. L'observateur averti ne s'y trompe pas. Dans le domaine des sciences humaines, Cheikh Anta Diop a consacré ses travaux notamment à l'origine de l'homme, l'Égypte pharaonique, une civilisation négro-africaine, les civilisations africaines précoloniales après l'Antiquité, l'évolution des sociétés humaines, l'histoire des idées, des sciences et des techniques. Le colloque d'égyptologie du Caire,
ayant pour thème le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture merwatique, organisé en 1974 par l'UNESCO du 28 janvier au 3 février, a été notamment très important pour le projet de rédaction de l'histoire générale de l'Afrique réalisé sous l'égide de l'UNESCO et pour lequel Cheikh Anta Diop a été sollicité. Ce colloque a rassemblé 20 éminents spécialistes, 5 observateurs et 2 représentants de l'UNESCO appartenant à 14 nations différentes. Cheikh Anta Diop et le professeur Théophile Obenga y ont démontré avec succès le caractère négro-africain de la civilisation égyptienne. L'analyse de ce colloque, la genèse, le contenu, les conclusions ainsi que les réactions a posteriori nécessitent toute une vidéo à ce sujet que je publierai ultérieurement. Mais je vous partage dès à présent une des conclusions faites concernant le domaine linguistique. Un large accord s'est établi entre les participants. Les éléments apportés par les professeurs Diop et Obenga ont été considérés comme très constructifs. Plus largement, le professeur Soneron a souligné l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Diop, l'Égypte étant placée au point de convergence d'influences extérieures. Il est normal que des emprunts aient été faits à des langues étrangères, mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots. L'Égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. L'action politique de Cheikh Anta Diop débute en 1946 lorsqu'il crée l'Association des étudiants de Paris. Amadou Mokhtar Mboye en deviendra quelques années plus tard le président. En 1948, Cheikh Anta Diop a 25 ans, écrit dans son article intitulé « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?» C'est pour cela que, au-delà de la culture proprement dit, l'élite africaine a le devoir impérieux, inéluctable, de doter farouchement tout le continent, sans distinction de frontières politiques, d'une technique industrielle, seule garantie de la sécurité de vivre dans le monde atomique. En juillet 1950, il prend la décision de militer au sein du Rassemblement démocratique africain, RDA, fondé en 1946 par les leaders africains dont Félix Houphouët-Boigny. En 1951, il est élu à la tête de l'Association des étudiants du RDA, en tant que secrétaire général de ce mouvement. Son objectif, la libération totale du continent africain, du joug colonial et le développement de l'Afrique. Il fait paraître dans la revue Présence africaine l'article « Alerte sous les tropiques », texte qui préfigure les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, qui paraîtra en 1960. Un véritable plan panafricain stratégique de développement pour l'Afrique. Cheikh Anta Diop y définit pour la première fois en Afrique francophone, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les grandes orientations stratégiques dans tous les grands domaines. Projection sur le moyen et long terme pour faire de l'Afrique un ensemble puissant et moderne. L'éducation, la formation des cadres, les institutions politiques, la représentation de la femme dans les institutions, l'industrialisation, l'agriculture, le reboisement, la recherche scientifique et technologique, les moyens de communication. La question énergétique et l'industrialisation y tiennent une place centrale, selon une approche qui diversifie les sources d'énergie, de l'énergie solaire à l'énergie nucléaire en passant par l'hydroélectricité, le charbon et la géothermie. Cheikh Anta Diop déclare dans Perspective de la recherche scientifique en Afrique, publié en 1974, « L'Afrique doit opter pour une politique de développement scientifique et intellectuel et y mettre le prix. Sa vulnérabilité excessive des 5 derniers siècles est la conséquence d'une déficience technique. Le développement intellectuel est le moyen le plus sûr de faire cesser le chantage, les brimades, les humiliations. L'Afrique peut redevenir un centre d'initiative et de décision scientifique au lieu de croire qu'elle est condamnée à rester l'appendice, le champ d'expansion économique des pays développés. » Cheikh Anta Diop et ses camarades politiques créent le 3 février 1976 un nouveau parti politique, le Rassemblement National Démocratique, appelé RND, dont l'organe de publication est Siggi, puis Taxaw, dans lequel Cheikh Anta Diop publiera plusieurs articles concernant la politique intérieure sénégalaise, mais aussi la politique internationale, la question de l'énergie à l'échelle du continent africain,
celle des déchets toxiques. Le 7 janvier 1978, devant le tribunal, Cheikh Anta Diop, avec un porte-voix, s'adresse aux militants et sympathisants du RND. La Cour suprême vient de rejeter la demande de légalisation du RND, qui sera alors le grand absent des élections législatives. Le pouvoir en place engage des poursuites judiciaires contre Cheikh Anta Diop qui aboutiront en 1979 à son inculpation. Le 7 avril 1981, après le départ du président Léopold Sédar Senghor, un terme est mis à ces poursuites. En 1980, l'UNESCO, alors dirigée par Amadou Matar Mboye, décide d'écrire une nouvelle histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité. Cheikh Anta Diop décède le 7 février 1986 à son domicile de Fann, quartier situé non loin de l'université de Dakar, qui porte aujourd'hui son nom. Il laisse inachevé un travail publié aux éditions Présence africaine sous le titre « Nouvelles recherches sur l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines modernes ». Tout d'abord, une belle leçon d'abnégation. Malgré tous les obstacles qu'il a rencontrés, il est resté déterminé et concentré sur ses objectifs. Que ce soit sa thèse de doctorat refusée par orgueil et mépris du jury à la Sorbonne en 1951, thèse que l'on connaît tous sous le nom de Nation Nègre et Culture, qui demeure jusqu'à aujourd'hui une référence. Ou par des attaques endogènes comme exogènes. Endogènes tout d'abord par l'absence de soutien de certains de ses compatriotes africains qui par jalousie, mépris ou complexe d'intelligence refusaient catégoriquement d'admettre le génie et la perspicacité de ses travaux, qui ont usé durant son vivant d'invectives, de calomnies, cherchant à ternir sa réputation en vain. En effet, personne ne peut empêcher le soleil de briller. Ou encore exogène par des tentatives de discréditation de la part de pseudo-spécialistes, égyptologues crétois tels que Jean Yoyot ou François-Xavier Fauvel, qualifiant Cheikh Anta Diop de raciste ou réduisant son œuvre à un simple mouvement afrocentriste venu uniquement répondre à un mouvement eurocentriste. C'est un réflexe maintenant bien identifié. Lorsque les détracteurs de l'homme noir sont dépourvus d'arguments tangibles, l'unique issue de ce quoi consiste à chercher à le diaboliser auprès de l'opinion publique. Et cela s'explique tout simplement par le fait que ces xénophobes refoulés, frustrés, nostalgiques de l'époque coloniale, supportent maladivement que les intelligences africaines, noires, égales, si ce n'est supérieures, leur tiennent tête et le recadrent sur le terrain de la science. D'ailleurs, parmi les nombreuses citations que j'ai écrites et publiées sur mon compte Instagram, il y a celle-ci. Lorsque l'homme noir milite pour les siens, il est systématiquement qualifié de raciste par ses détracteurs. Libre à eux. Qu'ils sachent que leur opinion n'est aucunement un référentiel de vérité. Cheikh Anta Diop était loin d'être raciste. Je vous rappelle qu'il était marié à la française Louise Marie Mahès, qui avec elle a eu 4 enfants. Je rappelle également qu'il a constamment fait preuve de loyauté et de reconnaissance uniquement envers ceux qui le méritaient, comme en témoignent les paroles dithyrambiques tenues envers son professeur français, l'éminent philosophe Gaston Bachelard. Cheikh Anta Diop était loin d'être raciste. En revanche, il était bien véridique, accordant respect et considération à quiconque témoignant d'honnêteté intellectuelle. Telle était sa grandeur et sa noblesse d'esprit. Un autre enseignement que l'on peut tirer, celui-ci se trouve dans sa collaboration avec le professeur Théophile Mweneng-Zale Obenga, un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, que je salue d'ailleurs très chaleureusement. On constate que leurs différences respectives religieuses ne leur ont aucunement empêché de s'unir et de travailler ensemble pour défendre une cause noble, notre cause, celle de la dignité du peuple africain. En effet, Cheikh Anta Diop était un musulman pratiquant, un disciple direct du grand savant Cheikh Ahmadou Bamba, qui lui a fait mémoriser entièrement le Coran à l'âge de 11 ans. Cheikh Anta Diop, qui a lui-même demandé à être enterré aux côtés de son grand-père dans son village natal, dans un cimetière musulman, alors que son élève et ami, le professeur Théophile Obenga, précisons-le, ne partageait pas du tout cette religiosité musulmane. On a à travers cet exemple concret une très belle leçon à en tirer en termes d'intelligence et de maturité d'esprit. Celle-ci met l'accent sur notre manière d'appréhender aujourd'hui nos différences et surtout, cela prouve et démontre la nécessité de mettre ces détails personnels de côté pour nous focaliser exclusivement sur le travail qui nous attend. J'estime qu'aujourd'hui, en 2023, nous avons le devoir de nous référer à ce genre de personnages. Des hommes qui, par leur sagacité, leurs travaux, leur probité, leur attachement profond à la science resteront à jamais présents au panthéon des sommités ayant marqué l'histoire. Lorsqu'actuellement, les plus jeunes générations prennent comme idéal et référence
Des individus qui manifestement ont pour unique talent d'exhiber sans aucune pudeur leur enveloppe corporelle. Tous autant que nous sommes, devons prendre conscience que nous sommes les garants de ce patrimoine intellectuel africain. Soyons donc à la hauteur, par l'étude, l'analyse, la sauvegarde et la transmission de celui-ci aux plus jeunes. Rappelez-vous, la victoire est réservée aux endurants. Black Spirit.